Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24, à la une de l'actualité. Au Cameroun, le grand dialogue national est imminent, un dialogue très attendu dans le pays. Les dernières consultations avec le chef du gouvernement ont permis aux représentants des régions de plaider pour une décentralisation effective. Le coût de l'électricité va connaître une baisse prochaine au Sénégal, un projet qui entre dans le cadre du plan global de développement et d'amélioration des services énergétiques du pays. Et enfin, place à la découverte du caviar de Madagascar. L'île cherche à séduire les chefs français avec ce mets considéré comme l'un des plus chers au monde. Dernière ligne droite des consultations avant la tenue du dialogue national au Cameroun. Ce lundi 23 septembre, le Premier ministre s'est entretenu avec les représentants des régions du pays. Des propositions ont été déposées, notamment la mise en place effective de la décentralisation. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Le processus amorcé dans les consultations en prélude au grand dialogue national se poursuit dans les services du Premier ministre à Yaoundé. Ce 23 septembre 2019, ce sont les représentants des régions qui sont venus porter leurs propositions pour une sortie de crise. L'élite de la région de l'Est, engagée dans ces démarches, appelle au respect des clauses de la Constitution de 1996 en mettant en place l'État unitaire décentralisé. Selon cette dernière, c'est l'unique passerelle pour un retour à la paix. Que le gouvernement mettre l'État unitaire décentralisé complètement en place. Le problème revient à la régionalisation et que cela se passe. Qu'on donne l'autonomie prévue aux régions, les moyens prévus aux régions et le moins d'encadrement administratif possible. S'agissant de la mise en application de la décentralisation, les voix sont unanimes et les propositions sont orientées vers l'autonomisation des régions. Les observateurs de la région du Sud, présents à la table des consultations, décrivent le retard dans la mise en application de cette mesure pourtant annoncée par le chef de l'État. Trouver des solutions pour trouver des voies et moyens de permettre aux populations du Nord-Sud de vaquer normalement à leurs occupations. Vous savez, aujourd'hui on en reçoit, toutes les régions du pays en reçoivent. On en reçoit également à Mémoussala. Pour nous, la réponse a été clairement indiquée depuis par le chef de l'État, c'est la décentralisation. Et ce que nous déplorons simplement, c'est son processus un peu lent. Nous avons l'impression que les autres acteurs ne suivent pas le rythme que le chef de l'État a pourtant tracé depuis pour permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Dans son discours d'investiture le 6 novembre 2018, le président de la République, Paul Biya, avait annoncé l'accélération du processus de décentralisation en cours. Objectif, élargir le champ des compétences des collectivités décentralisées afin de leur donner les moyens d'une plus grande autonomie. Toujours dans l'actualité, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies s'est ouverte ce mardi 24 septembre à New York aux États-Unis. Pour la 74e session de ce grand rassemblement annuel, 136 chefs d'État sont présents pour s'exprimer et échanger avec leurs homologues du monde entier. Alors que les tensions géopolitiques ou économiques s'aggravent dans certaines régions et que l'urgence climatique est plus que jamais au cœur des débats, des dirigeants comme le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi exhortent les pays membres à réaffirmer leur engagement en faveur d'une coopération internationale efficace. On l'écoute. Our gathering this year comes at a time when the magnitude of all the challenges facing our world is increasing. It is thus imperative that we all engage in an in-depth discussion. Notre rassemblement cette année se fait à une période où tous les défis auxquels notre monde est confronté sont de plus en plus importants. Il est impératif que nous engagions une discussion approfondie sur les perspectives d'avancement de nos travaux sous l'égide de l'ONU, tout en défendant les nobles valeurs de notre organisation. Cet objectif peut être atteint en réaffirmant notre engagement en faveur d'une coopération internationale efficace, du respect mutuel et de la promotion de la culture de la paix. En tant que président en exercice de l'Union africaine et avec le concours de mes pairs africains, nous travaillons pour des réponses africaines aux problèmes africains. Vous êtes certainement tous conscients des nombreuses réussites de la mise en œuvre du principe de la prise en main nationale, soutenu par un rôle actif de l'Afrique, qui a notamment abouti à la conclusion d'un accord de paix en Centrafrique, ainsi qu'à la formulation d'une vision commune entre les différentes parties au Soudan pour gérer la phase de transition dans ce pays.
Et je voudrais ici soutenir la suppression du nom du Soudan, des États qui parrainent le terrorisme, afin de reconnaître les efforts de l'État et de lui permettre de relever les défis économiques auxquels il est confronté, en lui permettant d'interagir avec des organisations économiques internationales, dans le but de répondre aux ambitions de son peuple et de lui permettre de retrouver la place qu'il mérite dans la famille internationale. Le deuxième dialogue sur le PIDA, le programme pour le développement des infrastructures, s'est ouvert ce mardi 24 septembre à Malabo, en Guinée équatoriale. Un événement qui se tiendra durant 2 jours et qui signe l'achèvement de la première phase du programme en 2020. Depuis son lancement en 2012, 51 projets ont vu le jour dans les secteurs de l'énergie, du transport, de l'eau ou encore des technologies de l'information et de la communication. Les détails dans ce reportage de Fanny Mounichi, notre envoyée spéciale à Malabo. Est un premier bilan pour le programme pour le développement des infrastructures en Afrique. Malabo accueille depuis ce 24 septembre le deuxième dialogue sur la mise en œuvre du PIDA, programme qui ambitionne de combler le retard du continent en infrastructures. Le PIDA dont la première phase s'achève en 2021. Nous devons également reconnaître cependant que la contribution de nos partenaires de développement sur le PIDA et le développement des infrastructures en général ne sera jamais suffisante pour éliminer notre déficit en infrastructures si nous-mêmes nous ne nous attelons pas à la tâche qui est à savoir de développer nos priorités, mais surtout nos priorités continentales. Le PIDA a été formulé par l'Union africaine en partenariat avec la Commission économique pour l'Afrique, la Banque africaine de développement et l'Agence du NEPAD. Un programme qui comprend une 50aine de projets considérés comme prioritaires. 4 secteurs sont concernés, l'eau, l'énergie, les technologies de l'information et de la communication, mais également les transports, secteurs aux multiples attentes. Nous attendons énormément sur les questions de mobilité, sur les questions de digitalisation des transports publics, sur les questions de corridors intelligents qui vont faciliter tout ce qui est commerce inter-État. Nous souhaiterions que la dimension mobilité urbaine soit vraiment considérée par le projet PAP2. Le deuxième dialogue sur la mise en œuvre du PIDA se poursuit jusqu'au 26 septembre. Il sera notamment question du processus de développement de la seconde phase du programme, dont le lancement est prévu pour janvier 2021. Le terrorisme s'accentue dans les pays du bassin du lac Tchad. Les juridictions des différentes nations n'arrivent pas à contrôler ce fléau. Avec des attaques répétées dans cette sous-région, les pays membres de la commission du bassin du lac Tchad veulent renforcer les capacités des systèmes judiciaires. Le but, lutter contre le groupe terroriste Boko Haram, tout en respectant les droits de l'homme. Les précisions de Neil et Claude Ebessa. Si la menace terroriste dans le bassin du lac Tchad a baissé en intensité au cours des dernières années, la justice pénale dans cette sous-région a encore du mal à faire prévaloir ses spécificités et ses modes d'action pour une parfaite maîtrise de ce phénomène. Face à ces défis structurels, une réflexion est menée au Cameroun sur le rôle du système judiciaire dans la lutte contre Boko Haram, à l'intention des magistrats et officiers de police judiciaire des États membres. Le terrorisme est une menace globale. Il faut des réponses globales. Nous avons pensé que ce que nous faisons déjà au Cameroun, c'est une bonne chose. Ce que les autres font au Tchad, au Nigeria, n'est-ce pas, au Niger, c'est bien. Mais c'est encore mieux si tous ces pays peuvent se mettre ensemble. Les magistrats, les officiers de police judiciaire qui, dans la réponse judiciaire au terrorisme, sont en première ligne. S'ils peuvent se mettre ensemble pour mutualiser justement leurs expériences et sortir de là avec des orientations communes qui peuvent rendre plus efficaces les interventions de pays de la région, ce serait une très bonne chose. Dans la lutte contre Boko Haram, les experts judiciaires des affaires de terrorisme notent des avancées dans la judiciarisation des preuves obtenues de manière non conventionnelle dans la sous-région, mais ils soulignent par la même occasion des défis structurels importants. Des points qu'il faut améliorer, notamment il faut donc prendre en compte la question des mineurs qui en l'état actuel du droit positif tchadien n'est pas prise en compte. Donc le mineur, tout comme le majeur, pris dans un cas donc de terrorisme, encourt la peine capitale.
Et donc il faut revoir parce que le mineur, qu'il ait commis une infraction ou qu'il soit victime, il doit toujours être donc protégé. Dans ce contexte, la justice des mineurs, précisément pour les affaires de terrorisme, occupera encore une place importante dans la justice pénale des pays des bassins du lac Tchad au cours des années à venir. Une baisse prochaine du coût de l'électricité au Sénégal a été encore confirmée par le gouvernement. C'est dans le cadre du plan global de développement et d'amélioration de la couverture d'énergie sur le territoire national que cette initiative a été prise. Une manière d'assurer à tous les Sénégalais l'accès à l'électricité de manière continue. Un sujet de Philomène Tine. Le Sénégal affirme de plus en plus sa volonté de généraliser l'accès à l'électricité. Le pays, qui pourtant quelques années auparavant faisait face à un déficit énergétique caractérisé par des délestages quotidiens, est entré dans une nouvelle ère. Il y a d'importantes découvertes de gaz qui ont été faites au Sénégal à partir de l'année 2014 et on voudrait utiliser une partie de ce gaz naturel pour la production d'électricité. Et il y a un double objectif, c'est de baisser les coûts de production en transformant déjà des centrales qui fonctionnent avec des produits pétroliers, notamment le fioul, en les transformant au gaz, mais aussi en mettant en place de nouvelles unités de production d'électricité à partir du gaz. Selon un récent classement de la Banque mondiale, le Sénégal est aujourd'hui le 14e pays en termes de taux d'accès à l'électricité en Afrique, le 3e en Afrique de l'Ouest, derrière le Cap-Vert et le Ghana. Le pays mise désormais sur le plan stratégique de la Sénélec à l'horizon 2020, baptisé Yessal. L'électricité est actuellement vitale. Aucun secteur ne peut se développer sans l'électricité. Et à cet effet, effectivement, il y a des projets et programmes qu'on est en train de dérouler qui devraient nous permettre à terme, d'ici 2025, de faire en sorte que toute la population rurale ait accès à l'électricité. Le Sénégal expérimente la génération d'électricité à base de gaz naturel liquéfié GNL. Dès octobre 2019, un navire turc de production d'électricité devrait y produire 235 MW. Le caviar de Madagascar est désormais une réalité. L'un des pays les plus pauvres du monde a commencé à produire l'un des mets les plus chers au monde. Aujourd'hui, les entrepreneurs malgaches espèrent que leur caviar des hautes terres séduira les chefs français réputés et exigeants. Un sujet de Corinne Kamsefem. Si jusqu'ici le caviar était généralement associé à la Russie ou à l'Iran, les laboratoires d'esturgeons flottants y étant courants, depuis peu Madagascar a rejoint ce cercle en abritant la première et unique ferme de caviar d'Afrique. Située dans les hauts plateaux de Madagascar à 1400 mètres d'altitude, c'est dans le lac Mantassoa, un réservoir hydroélectrique, que le caviar malgache a vu le jour. Le jour où nous avons produit le premier caviar à Madagascar, c'était un réel soulagement. Parce qu'en hémisphère sud, comme je vous ai dit, il y a très peu d'élevage. Le deuxième point, c'est que personne n'avait tenté l'expérience auparavant de produire des esturgeons à Madagascar. On aurait pu avoir un mauvais caviar, on n'était sûr de rien. Donc au moment où on a vu que le produit était excellent et que le terroir malgache arrivait vraiment à transmettre dans le produit ce niveau d'excellence, ça a été un grand soulagement. Faire de Madagascar le premier producteur de caviar de l'océan Indien était le défi que souhaitaient relever Delphine de Béziers, Christophe de Béziers et Alexandre Guerrier. Depuis fin 2017, leur ferme a produit ses premiers kilos de caviar sous le label Rova Caviar de Madagascar. Leur entreprise emploie entre 250 et 300 locaux selon les saisons. Le marché mondial du caviar devrait croître de 7% par an pour atteindre environ 560 millions de dollars d'ici 2025, selon Adroit Market Research, une société d'analyse et de conseil en affaires basée en Inde. En sortant de mes études, moi je ne pensais pas que je vais travailler sur du caviar. Au mieux travailler sur de la crevette ou les produits phares de Madagascar. Et là, je travaille sur quelque chose qui est unique au final à Madagascar, mais aussi en Afrique. Donc c'est une grande fierté, on va dire.
Madagascar, l'un des pays les plus pauvres du monde, a commencé à produire l'un des mets les plus chers au monde. Aujourd'hui, les entrepreneurs malgaches espèrent que leur caviar des hautes terres séduira les chefs français réputés exigeants. Cette année, la société produira près de 5 tonnes métriques destinées à l'exportation, principalement en France, aux États-Unis et à La Réunion. La cérémonie du Best FIFA 2019 a vu la consécration du joueur argentin du FC Barcelone, Lionel Messi, l'absence du Sénégalais Sadio Mané et de l'Égyptien Mohamed Salah du podium pour le titre de joueur de l'année remis par la FIFA avait déjà suscité la polémique avant la tenue de cette cérémonie. L'absence des 2 joueurs de Liverpool qui ne figurent pas dans l'équipe type de la saison, révélée ce 23 septembre 2019 à Milan, a provoqué la colère de nombreux amateurs et spécialistes du football, africains notamment, laissant planer des rumeurs de discrimination de joueurs africains. Marcel Farba Maroun. The best one for me is Mohamed Salah, Sadio Mané. But he's not here. Connu pour son franc-parler, l'ancien attaquant camerounais Samuel Eto'o a lancé la première pique avant la cérémonie pour le titre de Best FIFA 2019. Alors que les 3 nominés suscitaient déjà la polémique, la plus grosse surprise aura été l'absence du Sénégalais Sadio Mané et de l'Égyptien Mohamed Salah de l'équipe type de la FIFA version 2019. Le meilleur joueur du monde de cette année a donc été choisi et c'est l'Argentin Lionel Messi qui remporte la palme. Beaucoup d'entre vous nous questionnent sur la composition du World 11. Plus de 23 000 footballeurs professionnels dans 68 pays ont voté pour ce prix. Co-meilleur buteur de la Première Ligue à l'issue de la saison 2018-2019 avec 22 réalisations et vainqueur de la Ligue des Champions, les 2 meilleurs joueurs africains ont connu une saison flamboyante, même si l'Égyptien n'a pas eu la même réussite que lors de la saison précédente. Quant à Sadio Mané, il a réussi à atteindre la finale de la CAN 2019 avec le Sénégal, battu 1-0 par l'Algérie. Le club de Liverpool a pourtant bien répondu présent dans le 11 type de la FIFA. Quand on voit Nathan Mbappé, qu'est-ce qu'il a fait la saison dernière? Pas grand-chose, ni en termes de performance, ni en termes de titres. Sinon, le titre de champion de France. Donc, oui, ça questionne. D'autant plus que comparé à Salah et à Sadio Mané a été quand même vice-champion d'Afrique. Ça pose des problèmes par rapport au choix du 11 type. Les critères de sélection pour les joueurs de l'année sont les performances sportives ainsi que la conduite sur et hors du terrain. Les votes sont décidés par les représentants des médias, les entraîneurs des équipes nationales et les capitaines d'équipes nationales. L'occasion de découvrir que Lionel Messi, lui, avait désigné Sadio Mané footballeur de l'année. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.